That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons aujourd'hui renouer le dialogue avec quelqu'un qui était déjà venu il y a l'année dernière, à peu près il y a 10 mois, le 26 avril pour être plus précis. Il était venu pour parler d'un acteur hyper connu, un grand comédien, Jim Carrey, pour un bouquin. Jim Carrey, l'Amérique démasquée, édité chez Façonnage Éditions. Le lien se trouve dans le descriptif. L'auteur Adrien Desnouettes était venu donc il y a quelques mois de cela. Et pendant l'émission, et je crois, si je me souviens bien, est-ce que c'était hors caméra ou pendant l'enregistrement, on avait parlé d'un film qu'il allait réaliser d'après ce livre et qui allait être diffusé sur Arte. Il s'avère que ça va se passer, ça va se faire. C'est le 11 mars 2022 à partir de 22h30. Et le titre, Jim Carrey, l'Amérique démasquée, co-réalisé avec Thibaut Sèvres et Adrien Desnouettes, donc est revenu pour en parler. Et je suis assez content. Comment vas-tu? Très bien, merci Samir de l'invitation. Toujours un plaisir de passer te voir, sans vraiment te voir d'ailleurs, mais toujours un plaisir. Bon, il faut quand même souligner que ton film est déjà disponible sur le site d'Arte depuis le 4 mars et il le sera jusqu'au 8 juin normalement. Donc ça donne, voilà, ça laisse là largement le temps, je pense, si je me trompe pas. Mon film qui, je précise, comme tu l'as très bien fait juste avant, est co-réalisé avec Thibaut Sèvres à l'occasion. Enfin, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais qui a été d'une grande utilité. Hein. C'est pas juste l'adaptation par moi-même de mon livre. C'est une collaboration avec un réalisateur. D'ailleurs, la première question, elle est toute trouvée. Comment on fait pour passer d'un livre qui a été savamment pensé, je sais que ça a pris du temps, pour un film qui doit durer pas plus de 52 minutes? Comment fait-on? Alors là, on rentre vraiment dans les cuisines internes parce que il se trouve que l'histoire de ce film est assez particulière. Disons que j'ai pas d'abord écrit le livre et ensuite proposé à un producteur ou à une chaîne de le faire. En fait, c'est Thibaut Sèvres. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, que j'insistais sur sa collaboration. C'est lui qui est venu me chercher alors que je n'avais même pas publié le livre encore. En fait, on se connaissait d'amis d'amis. Et il savait que j'écrivais sur Jim Carrey et Thibaut fait des documentaires. En fait, il est monteur et il est aussi réalisateur de documentaires. Alors pour plein de chaînes. Et il s'était dit que Jim Carrey ferait certainement une bonne idée. En tout cas, probablement un bon documentaire pour Arte. Et puis, à son invitation, j'ai rencontré un producteur, Dominique Barneau, de Bellota Film, qui a été immédiatement hyper séduit par l'idée de raconter Jim Carrey. Et puis, j'ai écrit un dossier. Là encore, avant même d'avoir publié mon livre, hein, là on parle d'événements qui ont lieu 10 mois avant que je publie mon livre. J'ai écrit un dossier à Arte qui les a alertés et qui les a intéressés, une fois encore, de façon complètement déconnectée du bouquin. Et pour vous dire, je pense que les gens à Arte qui ont été séduits par l'idée du documentaire n'ont jamais lu le bouquin, en fait. Ils ne savent pas du tout ce que je racontais dedans. Alors, ils ont fini par se rendre compte, évidemment, que le dossier et le docu, toutes les idées étaient déjà contenues en germe dans le bouquin qui allait sortir. Mais je pense que c'est vraiment une histoire presque déconnectée du livre, en fait. C'est un peu surréaliste quand même. Hein. Les idées, disons, que j'ai développées dans le livre ont suffi à vendre un documentaire à Arte. Après, pour ne rien te cacher, j'avais déjà dans l'idée que le livre que j'étais en train d'écrire pourrait très très bien donner lieu à un documentaire, tout simplement parce que il y a des critiques qui avant moi l'avaient déjà fait. En fait, je pense à Jérôme Momcilovic par exemple, qui avait déjà écrit un livre sur Schwarzenegger, qui avait donné lieu à un film. Et comme il se trouve que je connais Jérôme, j'en avais déjà parlé avec lui. Et puis c'était une petite idée qui me traînait quand même en tête. La particularité, c'est qu'en fait, Thibaut est venu complètement court-circuiter le circuit dans lequel je pensais devoir proposer ça. En fait, il est arrivé bien avant, quoi. Comment vous êtes départagé le travail par rapport à ce film? Il s'est pas vraiment partagé, en fait. Disons qu'on arrivait sur une matière, on avait une matière d'idées qui était abondante, comme tu le sais, puisque tu as lu le livre, et qu'il fallait tout réécrire, mais uniquement avec des images. Et en fait, quand vous partez du principe que vous réécrivez avec des images, en fait, vous réécrivez dans une autre langue. Vous n'écrivez plus avec vos mots, avec exactement l'idée que vous aviez. Vous réécrivez avec ce qui vous est donné. Parce qu'il y a peut-être une donnée qu'il faut qu'on donne à nos spectateurs, c'est que c'est un film en toute archive. On n'a pas été interviewé Jim Carrey. De base, d'emblée, je voulais raconter notre Jim Carrey, mon Jim Carrey tel que je le vois moi et tel qu'on le voit nous avec Thibaut. Donc, on est parti de l'existant. Et puis, sur la base
de ces images existantes, eh bien, on a essayé de re-raconter l'histoire. Donc, comment c'est partager le travail? Littéralement, Thibaut, c'est un réalisateur qui monte. Il est monteur aussi. Donc, en fait, il avait la main sur le montage. Alors, moi, je suis à côté tout le temps. On fait les choix tous les deux. Et moi, disons que j'ai vraiment la main sur le commentaire et peut-être un peu aussi sur la façon dont on peut raconter les choses. La mise en forme, après, se fait totalement à deux cervelles. Lui, côté montage, moi, côté, disons, écriture ou histoire. Mais tout se fait à deux tout le temps de manière complètement symbiotique. Donc, je dirais que ce qui est peut-être intéressant à moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans cette collaboration, c'est de voir comment quelqu'un qui a l'habitude, comme Thibaut, de raconter avec des images, voir comment certaines images le frappaient lui et à ses yeux étaient des jalons ou des éléments très importants qui allaient nous permettre de raconter les choses. Moi, par exemple, je partais beaucoup plus de mes idées, je partais beaucoup plus de ma narration, je partais presque beaucoup plus des mots, en fait. Et de travailler avec quelqu'un de l'image, de l'audiovisuel, sensible à ça, ça m'a permis de comprendre qu'il fallait complètement que je revoie mon logiciel de narration. C'est d'abord avec les images qu'il allait falloir que je raconte. Donc, en fait, on est tout simplement parti des images qu'on avait envie de montrer à tout prix. Et comme tu as vu le documentaire, il y a des images qu'on a trouvées et qu'on avait absolument envie de montrer. Donc, on va re-raconter les choses en partant des images. La base du livre et disons, de mes idées était évidemment le préliminaire à tout ça, mais ça n'était qu'un préliminaire. On a vraiment créé un autre objet. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu le sens de ce que tu disais tout à l'heure quand tu dis qu'il y a une idée à la fin qui éclaire le tout et qui n'était pas forcément contenue dans le bouquin. Bah, tu as complètement raison en fait. L'idée, elle part d'une interview qu'on a trouvée, qui a à peu près lieu en 2007, où Jim Garrett dit quelque chose de trop beau que j'avais pas vu moi au moment d'écrire le bouquin. Et on s'est dit qu'en fait, ce serait sublime pour récapituler et faire le bilan de tout ce qu'on avait raconté. Donc voilà, l'idée est venue de l'image. Une fois encore, on a écrit avec des images, donc il a fallu réajuster, et puis c'est les images qui nous ont envoyé de nouvelles idées, en fait. Mais il y a quelque chose que tu ne pourras, enfin, qu'on peut pas contredire et qu'on peut pas, c'est la force de l'image, c'est qu'en lisant le livre et puis en voyant le documentaire, il y a effectivement vers la fin quelque chose d'assez, un peu émouvant finalement, alors qu'on le sait, hein, parce que tu nous le dis dans le livre, mais voilà, c'est le fait de se dire que peut-être, en tout cas, c'est ce que tu laisses supposer, et dans le livre, et surtout dans le film, c'est que c'est un peu fini quand même, Jim Carrey. C'est un peu fini, et en même temps, on a envie de croire que, eh ben, tant mieux surtout pour lui. Tant mieux surtout pour lui, comme si c'était quelque chose de différent qui allait se passer, et que c'était peut-être pas un mal que ça soit terminé. Bah là, je peux difficilement contredire ou enfin, ouais, c'est de l'ordre de ton ressenti. Je sais pas pourquoi toi tu penses que c'est tant mieux, par exemple. C'est les images que tu nous montres à la fin quand il est seul en train de peindre ou de faire du vélo et de voir que surtout de maintenant de regarder les autres faire leur show sur internet et finalement c'est très bien et comme si aussi peut-être il avait envie d'autre chose et qu'il était peut-être pas forcément dépassé par ce qui est devenu l'Amérique parce que plus ou moins il l'a anticipé, mais d'être maintenant serein, d'être calme et de voir un peu comment les autres vont évoluer ou voire régresser. Ce que Jim Carrey a fait dans les années 90 ne pourrait pas être refait aujourd'hui parce que le monde a complètement changé. Et d'ailleurs, la subversion des années 90 qu'il incarnait a été dépassée de toutes parts par le réel, hein, c'est des choses qu'on expliquait, dont on a parlé, par l'apparition de Donald Trump, par toute l'énormité qui a ressurgi dans le réel. Par contre, ce qui est peut-être intéressant et qu'il faut rappeler sur cette fin et sur ce Jim Carrey que nous montrons à la fin, il ne faut jamais oublier que c'est comme on monte et comme on choisit des images qui existent, en fait, on raconte tel qu'on a envie de le raconter nous. On aurait pu montrer un Jim Carrey, disons, peut-être un peu plus fidèle à ce qu'il montre, lui, à savoir, certes, quelqu'un qui s'est vraiment retiré, quelqu'un qui a assumé d'avoir fait son temps, mais qui, par moment, quand même, aime ressurgir, aime revenir, comme par exemple, tout dernièrement, à la mi-temps du Super Bowl, où il a fait une apparition dans une pub. Un Jim Carrey qui annonce quand Donald Trump cède sa place à Biden, qu'il n'a plus sa place de satiriste et donc qu'il arrête complètement Twitter. Et puis en fait, on se rend compte qu'un an et demi après, il peut pas s'empêcher de republier un dessin. En fait, je pense que Jim Carrey, c'est quelqu'un d'extrêmement ambigu du fait même de la plasticité de tous ses visages, en fait, du fait même de tous les masques qu'il a toujours portés et qu'il empêche probablement lui-même d'accéder à son intériorité.
Je pense que Jim Carrey, c'est quelqu'un de très complexe. Alors nous, il a fallu qu'on tranche. Et il a fallu, pour le bon déroulement de l'histoire, qu'on donne une fin à cette histoire. Alors, ce qui nous aide, une fois encore, c'est que Jim Carrey a complètement disparu du cinéma, ou presque. Donc là, la fin, elle est écrite. Mais il fallait qu'on choisisse quel visage de Jim Carrey avec lequel on finissait, avec lequel on s'arrêtait. Eh bien, on s'arrête avec le visage d'un Jim Carrey, nous, que l'on a travaillé comme étant quelqu'un de serein, à part du monde, qui a trouvé le réconfort. Je ne suis pas totalement sûr, pour être honnête, que Jim Carrey puisse se résumer à cette image-là. Je pense que Jim Carrey reste la personne complètement déroutante. Tu penses Ah oui, je pense. Ah oui, moi je pense. Si tu me demandes Ah oui, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Oui, bah, comme je le suis un petit peu, je suis toujours un petit peu intéressé à ce qui peut émaner de lui, à toutes les publications qu'il fait ou quoi. Non, je pense que Jim Carrey est quelqu'un qui a, contrairement à ce qu'il dit, un peu de mal quand même avec le fait d'avoir été complètement mis de côté, avec le fait de tout simplement d'être à son crépuscule, de toucher à son déclin. Tous les acteurs ne sont pas comme ça. Tous les acteurs ne vieillissent pas de la même manière. Jim Carrey, clairement, c'est quelqu'un qui a connu le zénith et qui a connu l'attention constante et permanente sur lui et qui était fait pour ça, qui s'était préparé mentalement, qui s'était préparé psychologiquement à n'être qu'une performance et à être le performeur toute sa vie. Donc quand ça n'est plus le cas, c'est pas forcément quelqu'un pour qui c'est facile de gérer ça. Je vais vous donner un exemple qui a exactement le même âge et qui est complètement différent. Et si je vous donne cet exemple, c'est parce que je suis précisément en train de faire un documentaire sur lui pour Arte à l'heure où on se parle. C'est Brad Pitt. Là, je suis en train de travailler sur un documentaire sur Brad Pitt. Brad Pitt, c'est l'autre bébé star des années 90. En gros, les années 90, c'était quoi? C'était Jim Carrey, le rire subversif, le rire scatologique, tout ce que vous voulez, populaire, et puis le glamour hyperbolique qu'incarnait Brad Pitt dans ces années-là. Et ben, c'est très amusant de voir comment Jim Carrey, dans les années 90, jouait, accédait enfin à la cour de récré qui était la sienne, qui était celle de l'énormité. Il était prêt pour ça depuis ses 5 ou 6 ans, Jim Carrey. Brad Pitt, absolument pas. C'est quelqu'un pour qui l'hyperattention était traumatisante. Donc, un Brad Pitt aujourd'hui qui, du coup, prend en maturité, sait mieux gérer le recul, sait mieux aussi protéger sa vie privée, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, qui a réussi à retrouver un petit peu ce qu'il devait être. Jim Carrey, je pense qu'il y a quand même un arrachement. Je pense qu'il y a toujours une frustration, il y a un deuil qui peine à se faire. Donc nous, comme on voulait terminer sur une note nostalgique, parce qu'on voulait d'abord parler d'un acteur qui a été immense et qui a eu du génie et qui a été injustement mal compris, sur lequel il y a eu beaucoup de malentendus. On a voulu mettre en avant tout le positif. Maintenant, si tu me demandes de juger Jim Carrey, je vais te dire que sa pub au Super Bowl, pour moi, c'est une trahison absolue de ce qu'il a fait dans les années 90. Parce que c'est la preuve que si on lui demande de revenir dans une image, il le fait quoi qu'il en coûte. Alors qu'en fait, le piratage qu'il avait fait du Super Bowl dans les années 90, c'est qu'on raconte dans le documentaire. Ce piratage incroyable qui change les règles de la télévision quand même. Hein. C'est un game changer, ce piratage. Eh bien, à partir du moment où vous décidez de citer ce piratage dans le Super Bowl d'aujourd'hui pour vendre des boissons, je ne sais quoi, bah, vous avez été avalé par le système. Jim Carrey a été complètement broyé, tout simplement parce que si on lui propose d'aller dans l'image, il y va toujours. Donc, non, si vous me demandez de juger, l'image est un petit peu plus complexe que ça. Mais c'est pas ce qu'on raconte dans le documentaire. Mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi le fait qu'il n'y ait plus de cinéastes? En tout cas, c'est ce que nous voyons. Les faits, c'est qu'il n'y a plus de films comme le Eternal Sunshine ou d'autres qui ont cette particularité de le regarder différemment, de le regarder autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cinéastes comme Gondry qui ont besoin du corps de Jim Carrey pour raconter le monde d'aujourd'hui? Et peut-être que ça aussi, ça l'emmerde un peu. Je pense que c'est compliqué parce que Jim Carrey, comme on se l'était dit d'ailleurs à cette émission, c'est quelqu'un qui a su très très bien jouer à l'excellence toutes les gammes d'excès. L'excès de l'idiotie, l'excès de l'inconfort, de la honte, l'excès aussi de la tristesse et de la dépression, comme tu le dis avec Gondry. L'excès d'une personne qui a vraiment atteint quelque chose de très profond et de très noir en lui, comme les films qu'il fait à la fin des années 2000, comme Scrooge par exemple. L'excès aussi de quelqu'un qui est constamment dans la représentation, comme ce très beau film qui est I Love You, Philip Morris. Et le problème de Jim Carrey, en fait, c'est que sa gamme, c'est l'excès, toujours. Il ne sait pas jouer quelque chose d'intermédiaire. Et quand vous avez joué toutes les gammes de l'excès, on a un petit peu l'impression que vous avez tout fait. Et comme en plus, le cinéma d'aujourd'hui fait plus du tout confiance au corps, au vrai corps, les corps remplis de chair et de merde. L'élasticité, tout ça. Voilà, le corps qui se signale en tant que corps, hein, c'est-à-dire qui est plus fort que tout. Comme le cinéma ne fait plus du tout appel à des corps comme ça. Et que, en plus, je ne sais pas si... Enfin,
je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le cinéma américain ne fait plus du tout plus confiance du tout à l'excès, et certainement pas l'excès qui émanerait d'un acteur tout seul à qui on confierait cette toute puissance qu'on lui donnait comme dans Ace Ventura. Donc les conditions ne sont pas réunies pour qu'on fasse ressurgir Jim Carrey et qu'un cinéaste se dise tiens, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec Jim Carrey? Jim Carrey, tu peux l'appeler si c'est pour faire un rôle bien calibré dans lequel on va lui dire tiens, bah, ton rôle comporte une certaine partie de burlesque ou d'excès, tu vas pouvoir le faire. Je pense par exemple à Sonic, où il est très bon, au passage. Dans Sonic, en Dr Robotnik, je le trouve absolument parfait. Mais ceinturé, enfermé, bien balisé dans un rôle secondaire qu'on est en train de lui demander de faire. Le Jim Carrey en tant que corps, je pense que le cinéma n'est plus prêt à accueillir un truc pareil. Est-ce que tu penses que là, c'est vraiment très sarcastique la question que je vais te poser, d'accord? Voire même un peu cynique. Mais est-ce que tu penses qu'en finalement, il a besoin de son Oscar d'honneur finalement pour arrêter, pour être sûr que les professionnels de la profession, l'industrie américaine a décidé que finalement c'était fini? Peut-être, c'est une bonne hypothèse. Et est-ce que les Oscars penseront à donner à celui qui était sorti de l'anus d'un rhino un Oscar d'honneur? Je ne sais pas. Rien n'est moins sûr, très honnêtement. Je sais que un tu le mets dans le film, ça. Ça pour toi, c'est important. Hein. Ce plan-là est pas important. Hein. Non, et là, tiens, je fais une parenthèse. Je tiens à dire le plaisir que ça a été de faire ce film avec Arte, avec tous les gens avec qui j'ai fait ça, parce qu'en fait, il n'y a aucune limite ne nous a été donnée. Moi, je pensais qu'il y a certaines choses qui allaient un petit peu pas trop passer. Alors évidemment, on avait travaillé, on avait rendu les choses intelligentes pour que tout soit recevable et tolérable. Donc il y avait du boulot, mais des passages où on glisse Donald Trump et on le compare au pire, ou voilà des séquences complètement scato comme celle-là. Je me suis dit à un moment bon, il y a peut-être des trucs qui vont pas passer en visio avec les chargés de programme d'Arte. Et ben pas du tout, absolument pas. Ils ont tout gobé d'emblée dès le départ. Ils étaient d'accord pour tout. Donc je tiens à redire à quel point c'est un plaisir de faire des films dans ces conditions-là. Parenthèse refermée. Non, mais il avait reçu un prix, Jim Carrey, un prix pour toute sa carrière qui était donné, je crois, c'est un prix Charlie Chaplin, si je dis pas de bêtises, qui est donné à des comiques pour leur carrière. Et il y va, bien sûr qu'il y va, et il fait des discours émouvants, et on sent qu'il est ému, et on sent que, comme beaucoup de monde en règle générale, et comme les stars s'est décuplé, il a besoin de reconnaissance, bien sûr qu'il a besoin de reconnaissance. Et quand vous avez été à ce point aimé, à ce point idolâtré, et que vous avez à ce point chuté, et doublement, parce que non seulement vous chutez en tant que star, en tant que personne, c'est-à-dire en tant que professionnel, plus personne vous appelle, mais en plus, votre carrière, le risque quand vous avez fait de la comédie, c'est qu'elle ne soit jamais reconnue, qu'elle ne soit jamais véritablement prise au sérieux d'un point de vue critique. En fait, qu'on ne la redécouvre jamais. C'est le grand risque des comiques. C'est un risque moindre aux États-Unis qu'en France, par exemple. Aux États-Unis, on prend un petit peu plus au sérieux la comédie, mais c'est pas pour autant que des comédies sont récompensées aux Oscars tous les ans, pas du tout. C'est quelque chose qu'il faudrait vérifier, mais est-ce que Jerry Lewis, par exemple, a reçu un Oscar d'honneur? J'espère. Mais est-ce qu'il a reçu, ce serait tout à fait mérité, parce qu'en plus, il était réalisateur. Mais est-ce qu'il a reçu un Oscar d'honneur, par exemple, Jerry Lewis? Chaplin, oui, très tard. Oui, je crois un an avant de mourir, je crois, ou l'année de sa mort d'ailleurs. Je sais même plus, il faudrait vérifier ça. Quelque chose comme ça, oui. Je crois que Groucho aussi en a reçu quelque chose. Mais c'est tard, c'est tardif. Ils sont à chaque fois, ils sont à pied dans la tombe. Donc peut-être qu'il faudra attendre, oui, encore 10 ou 15 ans pour que Jim Carrey reçoive son Oscar d'honneur. Et en même temps, moi, personnellement, si vous me demandiez, je suis pas sûr que j'aurais envie que Jim Carrey reçoive un Oscar d'honneur. Moi, ce que j'aime, c'est que Jim Carrey ait profondément bouleversé quelque chose et que ça reste un petit peu honteux, que ça reste un peu traumatisant, même quand on se repenche sur la décennie, même quand on se repenche sur ce qu'il a fait. J'aime que Jim Carrey reste une espèce de quelque chose d'indigérable, qu'on pourra pas redigérer. C'est un fantasme. Hein. Je pense que Hollywood arrivera forcément et le spectacle arrivera forcément à digérer jusqu'à ses dernières toxines de subversion, comme le prouve le Super Bowl qui fait une pub avec Jim Carrey parasitant le Super Bowl. Mais j'aimerais bien qu'il n'ait jamais son Oscar d'honneur et qu'en fait, ça reste à tout jamais un petit objet subversif. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe en 2001, c'est-à-dire les attentats, les deux tours qui s'effondrent, qui font que, et l'entrée des États-Unis en guerre, qui font que quelque chose va changer
dans l'industrie hollywoodienne vis-à-vis de Jim Carrey? Est-ce que c'est vraiment ça, ou alors est-ce qu'on sentait déjà les prémices d'une espèce de fin ou quoi que ce soit? Dans le film, d'ailleurs, ça, vous parlez de ça et vous évoquez l'avènement des super-héros, toute cette d'ailleurs période qu'on continue encore de vivre, d'ailleurs, de vivre ou de subir, je sais pas. Il faudrait qu'un jour peut-être on utilise, on réfléchisse au verbe adéquat. Mais le film nous parle un peu de ça, nous dit il se passe quelque chose qui fait que ça sera plus comme avant par rapport à Jim Carrey. Et finalement, oui. Disons que le livre le postulait déjà. Hein. Disons que c'est déjà un lien que je faisais, qu'il y avait quand même un parallélisme incroyable entre la façon dont la carrière de Jim Carrey allait complètement glisser dans son envers de dépression dans les années 2000, et puis évidemment comment l'Amérique allait elle-même plus du tout se permettre les mêmes excès, les mêmes outrances, disons avec la même insouciance que dans les années 90. Donc je ne pouvais pas me priver de ce parallèle. Après, je ne peux pas non plus prouver mathématiquement, comme dans une science exacte, que 2001, c'est la fin des Toons et que 2001, ça déprime Jim Carrey. Non, c'est une concomitance de phénomènes qui sont très, très simples à mettre en parallèle et qu'on n'allait certainement pas se priver de mettre en parallèle dans un film. Après, très concrètement, 2001, tel qu'on le met en évidence, c'est aussi le grand retour des super-héros, c'est aussi l'avènement du numérique et c'est aussi une façon d'armer dans la fiction un retour de l'héroïsme, un retour où l'Amérique essaie de se reprendre au sérieux à nouveau en tant que puissance tragique, du moins éligible au tragique, ce qui n'était plus du tout le cas dans les années 90 où tout était comique. Si vous regardez les grandes références pop culturelles qui sont devenues cultes de la toute fin des années 99, des années 2000, juste avant 2001, on avait atteint un niveau de nihilisme incroyable. Si vous pensez au Fincher de l'époque, par exemple, si vous pensez à Fight Club, si vous pensez à des films extrêmement sombres, extrêmement dark sur leurs propos, sur la façon dont le réel n'existe plus, dont tout n'est plus qu'une simulation. Matrix aussi, pourquoi pas, même si je préfère largement des films comme Fight Club et Man on the Moon pour nous parler de ça. On arrivait à une espèce de stade critique, en fait, de l'autocritique, justement. C'est un peu comme si 2001 avait permis de retraumatiser tout le monde et d'en finir un petit peu, d'évacuer un petit peu toute cette imagerie beaucoup trop satirique et beaucoup trop critique, en fait, beaucoup trop jugeante sur le rêve américain et son roman national. Donc, en fait, c'est une concomitance, il y a une part il y a une part d'artifice dans la façon de relier ces choses-là, mais il y a quand même une humeur qui vient forcément teinter ce que fait Jim Carrey à l'époque. Et il y a une humeur qui se répercute industriellement. Le cartoon cède la place à d'autres créatures numériques. Les corps cartoonesques cèdent la place à d'autres héros. La satire, le sarcasme cèdent la place à une autre humeur. Tout ça, c'est des choses qu'on vérifie et qui donnent lieu à ce que j'appelle, moi, le grand basculement du super-héroïsme sous une superfusion numérique qui vient complètement chasser le travail de la main qui dessinait les cartoons, qui vient chasser aussi le travail de la satire et qui vient chasser probablement la possibilité de l'énormité au sein même du système. En fait, c'est comme si le système avait permis, cette onde de choc de 2001, ce gros traumatisme, cette grosse remise en question, avait permis un petit peu enfouir la mauvaise conscience qui était en train un peu trop de faire spectacle comique d'elle-même. Après, ça n'a pas totalement disparu, bien sûr. Le cartoon adulte a survécu. Il y a encore des objets que j'adore, hein, Rick et Morty, tout le cartoon adulte, American Dad et tout ça. Ça continue de travailler ces choses-là. Mais plus du tout dans les proportions des années 90 où on retrouvait un mec qui devenait une espèce de caricature de la volonté de réussite dans des films pour enfants. Ça, c'est des choses qu'on ne revoit plus du tout. Et les exemples que tu cites, pardonne-moi de t'avoir interrompu, c'est des exemples de télévision, c'est pas des exemples de cinéma, alors que Rick et Morty, tout ça, alors que là, on est plus dans le cinéma. Mais il y a quelque chose d'assez incroyable, et peut-être que tu seras pas d'accord avec moi, mais on a cette impression que paradoxalement, avec la décennie, enfin, ce qu'on est en train de vivre, il y a quand même, il y a quelque chose de pas forcément réac ou conservateur, mais quelque chose de l'ordre comme si les décideurs ne faisaient plus forcément confiance à l'imagination du spectateur, alors que dans les années 90, par le biais de Jim Carrey, entre autres, par exemple, il y avait aussi cette idée que le spectateur, soit on n'était pas au-dessus de lui, ou soit on lui laissait aussi une totale imagination, et on le prenait aussi comme un adulte. Et c'est ce qui faisait qu'un personnage comme Jim Carrey pouvait aller très, très, très loin, et il n'y avait aucun souci. Et paradoxalement, avec l'avènement des super-héros, tout cela, c'est un peu ce que le livre et surtout le film,
Il y a quand même quelque chose d'un peu peut-être cadenassé. En fait, dès lors qu'on nous montre des vrais corps adultes et du vrai cinéma adulte dans du grand spectacle, déjà, on n'est pas sûr que ça plaise encore. Et puis, c'est parce que Hollywood pense que les gens veulent voir. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est un cinéma d'adulte? C'est un cinéma où les corps sont des vrais corps. C'est un cinéma où les corps se font mal, explosent, sont parfois en érection ou sont parfois excités. Ce sont des corps qui vivent, en fait, qui vivent leur vie de pulsions incontrôlables. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a explosé dans les années 90. C'est pourquoi je fais de Jim Carrey le visage de ces années-là. Un corps qui ne se contient même plus. L'incontinence fait homme. Eh bien, cette incontinence-là, c'est tout l'inverse qui s'est joué dans le grand retour du puritanisme numérique. C'est que, en fait, sous couvert de décomplexer le rire et l'humour des super-héros, on a cadenassé tout. On a absolument cadenassé tout, toutes les toxines de l'âge adulte. À quel dessein, selon moi, c'est la grande hypothèse du livre, et c'est ce que j'esquisse un petit peu, c'est ce que l'on esquisse un petit peu quand même dans le documentaire, à quel dessein, c'est la disparition du rire et la disparition de la dérision. Parce que si vous ne pouvez plus décliner des corps en série, si vous ne pouvez plus nous dire il ne leur arrivera rien, rassurez-vous, tout le monde reviendra dans l'épisode suivant, eh bien ce que vous faites, c'est que vous dessinez, vous essayez de dessiner une destinée pour les corps qui échappe à la finitude, qui échappe à l'extinction. Finitude d'un corps qui tombe par terre, mais d'un corps qui meurt. Finitude d'un corps qui a des désirs sexuels. Des choses très adultes, en fait. Ces choses très adultes qui ont complètement disparu de l'horizon de l'imaginaire hollywoodien, et notamment de ces grands blockbusters qu'on nous vend, comme encore tout dernièrement The Batman que j'ai été voir la semaine dernière. Le corps adulte a complètement disparu, le corps a complètement disparu. Alors vous imaginez bien qu'un corps aussi adulte et aussi humain, aussi lourd de son poids d'homme et de sa mauvaise conscience et de ses pulsions que celui de Jim Carrey, vous imaginez bien à quel point c'était l'incarnation même de cette toxine qu'il fallait évacuer du spectacle hollywoodien pour remettre la main dessus, pour revendre des figurines en fait. Ce qu'on vend, c'est des figurines, c'est pas des corps. Et donc, c'est des poupées, quoi. C'est des images, des pures images, des images dans leur immaculé, des images immaculées dans leur pureté morale. Et ça, pour moi, voilà, ça se fait au bénéfice de la fin du corps et de la fin même de la finitude, en fait. Et c'est pour ça, je ne sais plus quel était le début de la question sur les années 90, mais sur l'idée que peut-être qu'on aurait même plus envie de voir ça, c'est ça? Sur l'idée, voilà, c'est ça exactement, comme quoi on essaye de happer, enfin pas de happer, mais de cadenasser l'imaginaire du spectateur, de ne pas lui laisser la possibilité de rêver, d'imaginer, de vivre, de transpirer et d'avoir d'avoir honte aussi de ce qu'il voit, de se cacher comme ça, et en même temps ça fait partie du jeu, c'est de reconsidérer la place du spectateur. Et ça, pour moi, la dernière fois que l'imaginaire hollywoodien s'est autorisé par le biais d'un auteur, et il faut des auteurs, hein, à construire tout un film sur un corps, c'est-à-dire à faire tout un film sur un corps, c'est Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road, vous avez un mec qui est capturé, dont on prend le sang, dont on essaie de l'étêter comme un poulet de batterie en fait, et qui s'échappe. Et en fait, tout le film est autour de ce corps à soigner, de ces corps dont on voit d'ailleurs tous les sévices qu'ils ont subis, des têtes qui coupent. Je veux dire, c'est la survie avant tout d'un corps en tant que corps adulte. Avant tout d'un corps en tant que corps en volume, en fait, qui n'est plus simplement une image comme les corps de super-héros à qui il n'arrive jamais rien, mais un corps plein, lourd de son poids d'organes et qu'il faut sauver, quoi. L'urgence, c'est d'abord de se sauver soi dans son intégrité physique. Ça, c'était tout un blockbuster qui intégrait cette dimension. Alors, adulte, c'est un bien grand mot, ça restait du grand spectacle et tout ça, mais qui partait de cette réalité-là. Pour moi, c'est la dernière fois que j'ai vu dans Hollywood, enfin, dans le grand spectacle hollywoodien, un film qui prenait en compte cette réalité de la viande, quoi, et du sang et du sperme qui, bah oui, forcément, ça existe. C'est la dernière fois que j'ai vu un truc qui se faisait pas trop dans le dos de l'âge adulte. Mais donc, une fois encore, pour en revenir à notre ami Jim, vous imaginez bien à quel point ce corps, qui était celui de Fou d'Irène, qui ne se contenait pas littéralement au point de faire surgir une espèce de double qui couchait avec tout le monde, cherchait à se battre avec tout le monde, qui tremblait, qui chiait partout, qui pissait partout. Bon, voilà, ce corps incontinent, on n'a plus du tout envie de le voir. C'est l'inverse absolu. C'est l'antagoniste total du programme actuel du grand spectacle hollywoodien. Pour dire qu'on avait déjà fait une émission autour de Jim Carrey, on en fait une seconde et on fait des digressions juste extraordinaires. Donc c'est pour dire que voilà, dites-vous bien que cette émission est une annexe
comment dire, de luxe de la première émission. En tout cas, je répète, le 11 mars, c'est un vendredi à 22h30, sera diffusé le documentaire co-réalisé par Thibaut Sèvres et Adrien Desnouettes. C'est Jim Carrey, c'est l'Amérique démasquée. Le film est déjà disponible sur Arte depuis le 4 mars jusqu'au 8 juin. Le livre existe encore. Dans le descriptif, il y a le lien. Vous cliquez et vous le procurez. Comment ? Plus beaucoup. Je crois qu'il est en rupture de stock depuis bien longtemps. Alors après, vous allez sur d'autres sites comme Rakuten où vous trouvez de tout. Et peut-être que vous trouverez ce livre à ce moment-là. Ça, c'est possible, ça aussi. Ça, c'est le Darknet. Non, oui, peut-être. Voilà, donc, mais en tout cas, il y a plein d'éléments, plein d'informations. Et vous avez aussi le lien qui renvoie à l'émission qu'Adrien m'avait accordé généreusement. C'était le 26 avril. En tout cas, c'était un plaisir de discuter, de prendre comme appui Jim Carrey pour parler un peu de cinéma, d'Amérique, des super-héros, de tout ça. C'est, voilà, parce que le documentaire aussi parle de ça. Ce qu'on fait complètement dans le film, exactement. Exactement, c'est pour ça qu'on s'est permis ce genre de digressions qui sont assez utiles. Merci beaucoup Adrien, la prochaine, j'espère qu'on se reverra pour Brad Pitt, parce que moi ça m'intéresse. Avec plaisir. Ça m'intéresse Brad Pitt. Bien sûr. On sera là, c'est un rendez-vous chronique maintenant, tous les 10 mois. Voilà. Tous les 10 mois. Merci à toi en tout cas, à très vite. Salut Samir, merci encore. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.